Sarah Bernhardt. Jamais, non, n'a pu mieux évoquer son époque que celui de cette personnalité hors norme qui a inspiré tous les superlatifs. Extraordinaire, divine, géniale, insupportable, aussi adorée que détestée, Sarah Bernhardt ne laisse personne indifférent. Portée par son talent et un personnage savamment orchestré, elle s'est non seulement inventée elle-même, elle a aussi inventé la star. Des décennies avant Hollywood, elle aura été la première diva, la reine du drama et pas que sur les planches. Sarah Bernhardt, c'est une voix des excès, du succès, un caractère bien trempé et surtout l'exemple d'une femme courageuse que rien ni personne n'a jamais arrêtée. Et c'est depuis les somptueuses galeries du Petit Palais, qui lui consacrent une grande exposition jusqu'au 27 août, que je m'apprête à vous la faire découvrir. Si Sarah Bernhardt incarne mieux que personne l'esprit de la Belle Époque, c'est aussi parce qu'elle est d'abord un pur produit de l'époque qui l'a vu naître, le Second Empire. Le plaisir et l'argent, et le plaisir de dépenser de l'argent, voilà les obsessions de cette ère qui se veut aussi légère qu'une bulle de champagne, une ère où l'or coule à flot, un or que viennent recueillir de modernes Danaé aux toilettes extravagantes, les demi-mondaines. Femmes entretenues, puisqu'elles n'ont guère d'autre choix pour survivre que de se vendre, elles sont, pour tous les niveaux de la société auxquels elles correspondent, vues comme des signes extérieurs de richesse. Comme Judith Bernard, dite Yule, juive néerlandaise venue tenter sa chance à Paris, où elle ne tarde pas à séduire un jeune étudiant havrais pressé de jeter ses rentes par la fenêtre. De cette liaison qui tient plus d'une transaction, naît le 22 octobre 1884, Sarah Marie-Henriette Rosine, notre Sarah. Envoyée en nourrice en Bretagne par une mère qui doit d'abord s'occuper de ses protecteurs, puis finalement rapatriée à Paris, la petite Sarah est durant son enfance ballottée d'institution en institution, où elle se fera chaque fois remarquer, si ce n'est renvoyée, par son insolence et sa farouche obstination. Rebelle, colérique, effrontée, elle multiplie les coups de tête et d'éclat. Un très fort caractère déjà, que ne manque pas de remarquer l'un des amants de sa mère, le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, l'empereur. Décelant en elle un talent, cet homme influent finance et appuie son entrée au conservatoire, où elle est reçue grâce à sa voix d'or et sa diction déjà remarquable. À partir de ce moment, c'est la passion du théâtre qui prend possession de la jeune dissidente, laquelle fait ses débuts sur les planches au terme de 2 ans de formation, à la Comédie Française qui vient de la signer. Pour Sarah Bernhardt, la route vers le succès semble déjà toute tracée. Trop tracée peut-être, pour celle que l'on surnomme déjà Mademoiselle Révolte. En 1866, lors d'une cérémonie en l'honneur de Molière, sa petite sœur Régina marche par mégarde sur le manteau de Mademoiselle Nathalie, une vénérable sociétaire du français. Agacée, celle-ci pousse l'enfant et la fait tomber, et c'est alors que Sarah, ivre de rage, se jette sur l'actrice pour lui asséner une gifle mémorable. Le scandale est énorme, mais l'impétueuse débutante ne lâche rien. Refusant de s'excuser, elle déclare même qu'elle la giflerait encore. La Comédie Française la renvoie, tant pis, ce n'est que le premier de ses combats. Dès lors, blacklistée par le français et boudée par les critiques, les temps se font durs pour la comédienne à qui l'on ne propose plus que des rôles insipides. Pour arrondir ses fins de mois et subvenir aux besoins de sa famille dont elle a la charge, elle doit alors recourir aux méthodes maternelles et rejoindre le monde de la galanterie. Tandis que Paris bat au rythme de la fête impériale et des ritournelles d'Offenbach, Sarah Bernhardt enchaîne les amants, certains de cœur, comme le prince de ligne avec qui elle a un enfant, Maurice. Libre, farouchement indépendante, elle ne tire aucune honte de ses activités et continue, malgré une santé fragile, à travailler d'arrache-pied pour se frayer une place sur les planches. Cette ténacité, le théâtre de l'Odéon la reconnaît en l'engageant. Enfin, la traversée du désert est terminée. Plutôt mourir que de ne pas devenir la plus grande actrice du monde, confie l'ambitieuse Sarah Bernhardt à George Sand, une autre scandaleuse qui, comme elle, a su tracer sa voie sans se soucier des limites de son genre. Pour y parvenir, elle va rivaliser de talent et de professionnalisme et, plutôt que de se plier à des rôles peu taillés à sa mesure, va imposer ses choix et sa personnalité en se construisant peu à peu une marque de fabrique. La plus grande force de Sarah Bernhardt, c'est de s'être affirmée dès le début à contre-courant de ce que son époque jugeait beau ou convenable. Sa maigreur, ses cheveux frisés sont autant de signes reconnaissables qui constituent l'essence même de son unicité. D'autant plus qu'elle a l'intelligence de les tourner à son avantage. On dit qu'elle remplit plus ses rôles que ses corsets? Tant mieux, elle pourra se travestir en homme. On dit qu'elle n'en fait qu'à sa tête, qu'elle n'est pas assez coquette? Très bien, les rôles de reine lui iront comme un gant. Quand même incarne la devise de cette femme courageuse et persévérante à qui rien ne résiste. Ce sont les autres qui plieront, pas elle. Alors que l'Empire expire dans la poudre des canons, soldats et blessés trouvent en Sarah un soutien précieux. Intrépide, hyperactive, elle s'improvise infirmière dévouée et se démène pour secourir les plus démunis. Et lorsque la vie reprend son cours, la comédienne bientôt star va croiser le chemin du nouvel héros national, Victor Hugo.
Pour lui, elle sera la plus majestueuse des reines de Ruy-Blas, celle qui aura fait pleurer et s'agenouiller le poète. Le triomphe est total et marque le tournant de sa carrière vers le firmament. Comédienne adulée, Sarah Bernhardt dispose alors d'une armée de fans en délire, les Sarah d'auteurs, des étudiants du quartier latin prêts à mourir pour la soutenir. Et en 1872, rappelée par la Comédie Française, elle se paye le luxe d'un retour triomphal, la boucle est bouclée. Mais la scène n'est pas la seule passion de cette originale qui vibre tout entière pour la création. Il faut aussi compter les arts, à commencer par la peinture, une vocation un temps envisagée avant que le théâtre ne l'accapare totalement. Quiconque sait écrire ou jouer peut aussi peindre, dit, en haussant les épaules, celle qui a tellement de cordes à son arc qu'elle ne les compte même plus. Sa rencontre avec la sculpture, avec laquelle elle doit se familiariser pour les besoins d'un rôle, changera complètement la donne. Nuit après nuit, Sarah Bernhardt sculpte avec frénésie dans le studio qu'elle s'est fait installer dans son salon, si virtuose et rapide qu'elle est capable de réaliser un buste en une seule session. 2 ans plus tard, sa Pietà bretonne Après la tempête obtient une mention honorable au salon. L'année suivante, elle est invitée par Charles Garnier à participer à la façade du théâtre de Monte-Carlo. Des prouesses spectaculaires qui dérangent dans une époque qui n'accorde le génie qu'au masculin. Saloperie que cette sculpture lâche furieux un Auguste Rodin jaloux, ce qui n'arrangera pas le syndrome de l'imposteur de la sculptrice qui, pour une fois, n'y opposera pas son légendaire quand même. Foi de Sarah, elle n'abandonnera pas, mais c'est au démon du théâtre qui la possède avec fièvre qu'elle se consacrera à corps perdu. Près d'une décennie après la fameuse gifle, c'est une Sarah Bernhardt auréolée de gloire qui a repris possession de la Comédie Française, cette fois bien déterminée à en bousculer la rigidité. Elle a beau, sur scène, être une grande tragédienne, elle n'en reste pas moins en coulisses une anticonformiste colérique dont l'allergie aux règles poussiéreuses de l'institution commence à se faire bruyamment sentir. Car s'il lui permet de gravir des montagnes, l'orgueil est aussi son talon d'Achille. L'esprit communautaire, très peu en effet pour Sarah Bernhardt qui, tête de mule et grosse tête, ne partage pas et encore moins la vedette. Elle sera la plus grande star, la seule, sinon rien. Trop impulsive, trop tapageuse, trop nerveuse, l'actrice ne peut plus souffrir qu'on lui reproche d'être toujours trop. Car pour elle aussi, c'en est trop. En 1880, suite à un succès critique mitigé, elle quitte le français dans un geste dramatique, emportant avec elle son panache et une rupture de contrat la condamnant à verser la somme vertigineuse de 100 000 francs de dommages et intérêts. Qu'importe, car elle va désormais pouvoir briller en électron libre, seule et contre tous. Ou plutôt seule et devant tous, car c'est durant cette décennie que l'étoile filante va se hisser vers les sommets de la renommée. Le mythe est né, Entre la divine, son surnom pour l'éternité. C'est la fin de la première partie de ce portrait, je vous dis à très vite pour la suite et vous invite à visiter l'exposition du Petit Palais. À bientôt!